Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Nous sommes le dimanche 10 janvier. Je crois que tout le monde a pu constater une offensive sans précédent de la censure dans les médias sociaux dominants, envers les conservateurs en général et le président Trump et ses proches soutiens en particulier. Le président Trump n'a pas terminé son mandat, pourtant Facebook, Instagram et surtout Twitter ont supprimé son compte. Selon les dernières nouvelles du 8 janvier, les comptes Twitter du président Trump, des avocats Lin Wood et Sidney Powell ont tous été supprimés. Mais au-delà, ce sont des milliers de comptes conservateurs qui semblent avoir subi le même sort. Alors beaucoup cherchent une solution de repli et se tournent vers l'application Parler. Pourtant, Parler est aussi visé par cette offensive sans précédent de la Big Tech. Google, Apple et Amazon ont ciblé la plateforme dans une action qui semble coordonnée. Et le fondateur de Parler a annoncé que sa plateforme pourrait être inaccessible pendant une semaine, le temps de chercher une solution de repli alors qu'ils étaient hébergés par un cloud d'Amazon. Maintenant que le président Trump a accepté la passation de pouvoir, les forces derrière Biden redoublent de virulence. Mais d'un certain côté, je crois que leur action peut rendre service au président. D'une part, leur véritable nature est encore plus révélée aux yeux du grand public, et cela nous donne un avant-goût des 4 ans que nous réserverait une présidence Biden. D'autre part, le président Trump semblait totalement isolé et lâché par des proches soutiens suite à l'incident du Capitole. Mais suite à ces actes de censure, de nombreuses voix se sont élevées, parfois inattendues, comme Edward Snowden, pour condamner ses actions et donc indirectement soutenir Trump. Le sénateur Lindsey Graham, qui avait prétendument lâché Trump après les émeutes du Capitole, a déclaré que suite à la censure des réseaux sociaux, il était encore plus déterminé à faire lever leur protection. Regardons maintenant quelques informations venant de Californie et qui concernent la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Selon les directives de l'État publiées par le ministère californien de la Santé le 6 janvier, les résidents californiens ont désormais interdiction de voyager à plus de 200 km de leur habitation. C'est la première fois qu'une telle règle est mise en place aux États-Unis, à ma connaissance. La Californie, où l'idéologie du marxisme culturel est omniprésente, a toujours été l'un des États les plus durement touchés par l'épidémie. En dépit d'un confinement strict, sa situation sanitaire est la pire des États-Unis. Et beaucoup d'Américains se demandent si ce genre de mesures et de situation va se généraliser dans tous les États-Unis après le 20 janvier, si une nouvelle administration prend place. À ce propos, il y a un phénomène qui est également intéressant à signaler. Aux États-Unis, les États démocrates sont beaucoup plus touchés que les États républicains, et la crise économique est également plus forte dans les États démocrates. On remarque que les pays ou les régions du monde les plus proches du régime communiste chinois, que ce soit économiquement ou idéologiquement, semblent plus touchés par l'épidémie. Et quand je dis touchés, je pense autant aux morts directes que indirectes. J'entends par mort directe ceux qui sont morts directement du virus, et on sait que ce virus a un taux de mortalité très faible en fin de compte, même l'OMS l'a reconnu. Mais par mort indirecte, j'entends ceux qui sont victimes de la réaction politique face à l'épidémie. Par exemple, une étude britannique avance que le confinement et la crise économique, psychologique et sociale qu'il entraîne pourraient tuer encore plus que l'épidémie elle-même. Donc que ce soit le virus lui-même ou la réponse politique à l'apparition du virus, je constate que ce sont les pays les plus proches du Parti communiste chinois qui sont les plus touchés. D'ailleurs, la voie du confinement, c'est la Chine qui l'a inaugurée et l'OMS qui l'a diffusée. En Europe, ça a commencé avec l'Italie. L'Italie est le premier pays européen à avoir rejoint le projet des nouvelles routes de la soie. Le plus grand Chinatown européen est en Italie, et c'est là que la communauté chinoise a fini par prendre le contrôle, dans un cadre mafieux, de l'industrie textile italienne. Je dis mafieux parce que le travail au noir avec des travailleurs chinois sans papier y est la norme plus que l'exception. Mais ça a pris une telle envergure que les quelques politiques qui sont conscients du problème ne peuvent rien faire sans nuire à l'ensemble de la filière italienne, qui est une filière clé dans ce pays. Rappelons au passage que l'Italie a été mentionnée récemment dans les pays étrangers qui auraient pu prendre part dans une certaine fraude électorale en Amérique du Nord. On peut parler aussi de l'Iran. Les premiers cas semblent être arrivés dans la ville de Qom. L'Iran est très proche politiquement de la Chine et aussi très dépendante économiquement. Elle ne pouvait pas se permettre d'arrêter ses liaisons aériennes avec la Chine. Notons au passage qu'une des compagnies aériennes iraniennes les plus importantes, Mahan Air, avait été créée par le général Soleimani et que ses liaisons quotidiennes avec la Chine ont été maintenues même quand toutes les autres compagnies internationales avaient suspendu leurs vols en Chine. Notons enfin que la ville de Qom est un centre religieux important où se rendent beaucoup de musulmans ouïghours pour suivre des formations religieuses. Et c'est possiblement par ce canal que le virus aurait été introduit en Iran.
On pourrait parler aussi du Canada, où Justin Trudeau a mis en place une réponse politique autoritaire à l'épidémie. Et dans le même temps, on apprend qu'il permet à l'armée chinoise de s'entraîner sur son territoire. Au contraire, dans les exemples positifs, on peut citer Taïwan ou la Corée du Nord. Alors certains ont analysé leur réussite par le fait que ce sont des États souverains, où la puissance publique est encore forte et respectée. C'est peut-être vrai, mais selon moi, c'est loin d'être le critère principal. Le critère principal, c'est qu'ils sont dans la bouche du tigre et qu'ils savent à qui ils ont affaire. Le SRAS, au début des années 2000, leur a servi de leçon et ils en ont tiré les conséquences. Simple. Ne jamais croire les déclarations du régime chinois. La question est de savoir si nous serons capables d'en faire autant pour notre propre bien et celui de notre pays. Et si vous pensez que la Chine a réussi à régler le problème de l'épidémie, je vous dis que c'est loin d'être le cas. Plusieurs villes sont en état d'urgence actuellement, avec confinement total et beaucoup plus autoritaire que ce qu'on voit chez nous. Impossible pour l'instant de connaître le nombre réel de morts ou de malades, mais l'état d'urgence et le confinement dont je parle, ce sont des faits irréfutables. Je sais que c'est un sujet très sensible pour beaucoup d'entre vous. Je n'ai aucunement l'intention de faire peur avec ces propos et je suis totalement d'accord pour différencier, quand on regarde cette crise, la mortalité du virus lui-même et la mortalité de la réponse politique au virus. Mais ce que je dis, et ce à quoi j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est que quoi qu'on regarde, que ce soit le virus ou la réponse politique au virus, les pays ou les régions du monde les plus touchés sont ceux qui sont le plus proches, économiquement ou idéologiquement, du Parti communiste chinois. À l'inverse, les pays qui résistent au Parti communiste chinois ont été les pays les moins touchés. Alors, simple corrélation ou lien de cause à effet, je vous laisse y réfléchir. Regardons maintenant certains événements récents à Hong Kong. Le 6 janvier, pendant que le Capitole était envahi, le régime chinois, en collaboration avec le gouvernement local, a lancé une vague d'arrestations massives à Hong Kong. Plus de 50 militants pro-démocratie ont été arrêtés et accusés d'avoir violé la loi de sécurité nationale de Hong Kong. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé qu'il répondrait par une nouvelle série de sanctions contre le gouvernement chinois. Il enverra également l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Kelly Craft, à Taïwan pour protester contre la répression à Hong Kong. La date exacte a déjà été confirmée, Craft se rendra à Taïwan du 13 au 15 janvier. C'est la première fois que les États-Unis envoient un ambassadeur des Nations Unies à Taïwan. Le porte-parole présidentiel de Taïwan, Xavier Chang, a déclaré qu'il s'agissait d'un soutien fort des États-Unis pour la participation de Taïwan dans les affaires mondiales. Par ailleurs, Mike Pompeo a déclaré hier qu'il levait toutes les restrictions auto-imposées aux interactions des agences exécutives entre les États-Unis et Taïwan. C'est une nouvelle action forte. Alors certains d'entre vous se demandent comment pourraient évoluer les relations sino-américaines après le 20 janvier. Si Joe Biden devient président, sera-t-il aussi ferme avec le gouvernement chinois? Certains d'entre vous estiment que Biden sera plus dur que je le pense. Peut-être dans un premier temps, mais pas nécessairement sur le long terme. Il est vrai qu'il y a des appels au sein même du Parti démocrate pour contrer l'infiltration du Parti communiste chinois aux États-Unis et sa concurrence internationale déloyale avec les États-Unis. Il existe également une forte opinion publique à cet égard. Ainsi, Joe Biden peut vouloir temporairement prétendre qu'il lutte contre le gouvernement chinois. Une autre raison est qu'il existe de nombreuses politiques établies par l'administration Trump pour contrer le régime chinois. Ces politiques mises en place ne peuvent pas être remplacées toutes en même temps. Les politiques sévères du président Trump contre le PCC ont également été soutenues par des démocrates, tels que le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer. Avec toutes ces contraintes, Biden devra monter un spectacle, exactement comme l'a fait Obama, c'est-à-dire ferme en apparence, mais soumis dans les faits. D'autant plus que Kamala Harris est encore plus à gauche que lui. Voici un autre exemple. Beaucoup de gens attendent un rapport du directeur des services de renseignement américains sur l'enquête relative à l'ingérence étrangère dans l'élection. Le rapport tant attendu a finalement été rendu public le 7 janvier dernier. 14 pages ont été remises à la commission du Sénat sur le renseignement et diffusées sur certains médias américains. Au même moment, le directeur national du renseignement américain, John Ratcliffe, a signé une lettre non classifiée de 3 pages qui a été remise au Congrès et à certains médias. Dans cette lettre non classifiée, nous apprenons que Ratcliffe lui-même ne pouvait pas prendre toutes les décisions concernant le rapport d'enquête. Il a dû s'en remettre à des analystes du renseignement pour rédiger le rapport. Le rapport ne donne pas les opinions de Ratcliffe lui-même. Dans sa lettre, Ratcliffe a révélé qu'il avait lu tous les renseignements les plus sensibles que le gouvernement américain possède sur le régime chinois.
Et il n'est pas convaincu que la plupart des points de vue exprimés dans ce rapport par les analystes du renseignement reflètent avec précision l'influence du PCC dans l'élection américaine de 2020. Il a ajouté que les Russes et le PCC ont tous deux été impliqués. Mais leur implication a été communiquée de différentes manières, ce qui a conduit à une fausse compréhension selon laquelle les Russes ont tenté d'influencer les élections, mais pas le régime chinois. Un autre agent de renseignement américain a également noté que les analyses des services de renseignement semblaient réticents à qualifier les actions du régime chinois d'influence ou d'ingérence étrangère. Il était même réticent à présenter une analyse du PCC parce que ces agents de renseignement n'étaient pas d'accord avec la politique du président Trump. Mais l'agent des renseignements a fait valoir que l'analyse du renseignement devrait être indépendante de toute considération politique. Selon une mise en garde contenue dans un rapport des services de renseignement américains d'août 2020, la Russie et l'Ukraine ont pris une série de mesures contre Joe Biden. Et d'un autre côté, c'est le gouvernement chinois qui se bat contre le président Trump. Elle combat le président Trump, mais pas la Russie ou l'Ukraine. L'information ci-dessus nous dit que le rapport de l'actuel directeur des renseignements au Congrès ne reflète pas forcément la réalité. Après le 6 janvier, certains membres du personnel de la Maison-Blanche ont démissionné, mais la grande majorité du personnel du président Trump restera en fonction jusqu'au tout dernier jour. Parmi eux, il y a le secrétaire au Trésor, Mnuchin, ou le conseiller économique de la Maison-Blanche, Kudlow. Tous deux ont encore des tâches importantes à accomplir. Ceux qui ont démissionné l'ont fait à la suite de l'incident du Capitole le 6 janvier. Jusqu'à présent, ces incidents ont fait un total de 5 morts. Le nouveau décès rapporté par CNN était un officier de police du Capitole. Le policier a été frappé à la tête avec un extincteur. Il a été grièvement blessé. Les 4 autres victimes étaient toutes des manifestants. Parmi eux se trouve une supportrice du président Trump. Notons qu'elle a été abattue sans sommation alors qu'elle n'était pas armée et ne représentait aucune menace pour les forces de l'ordre puisqu'elle était derrière une porte bloquée et qu'elle a été abattue à travers une vitre de cette porte. L'officier de police du Capitole qui a tiré sur elle ce jour-là a maintenant été mis en congé et fait l'objet d'une enquête. Le chef de la police du Capitole américain, Steven Sund, a démissionné le 8 en raison de l'incident et partira officiellement le 16 janvier. La présidente de la Chambre, Pelosi, a déclaré que la direction de la police du Capitole était inefficace. Mais l'Associated Press a rapporté que le Pentagone et le département de la justice ont tous deux offert leur aide à la police du Capitole le 6 janvier, mais que ces 2 offres ont été rejetées par cette dernière. Par ailleurs, il y a de plus en plus de preuves montrant l'implication de l'extrême gauche dans l'incident. John Sullivan, un membre de Black Lives Matter de l'Utah, a participé à la prise d'assaut du Capitole. La police l'a arrêté le 7. Mo Brooks, membre républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, a également tweeté que de plus en plus de preuves montrent que l'Antifa a orchestré l'attaque du Capitole avec des tactiques intelligentes de contrôle des foules. Les preuves sont les suivantes, dit-il. Un membre du Congrès l'a averti le lundi d'une menace croissante des Antifa et lui a conseillé de dormir dans son bureau plutôt que de quitter le complexe du Capitole. Un autre membre du Congrès l'a prévenu le mardi par un officier de police du Capitole que les renseignements laissaient entendre que l'Antifa allait essayer d'infiltrer le rassemblement du président Trump en s'habillant comme ses partisans. La police du Capitole lui a conseillé mardi de ne pas quitter le complexe du Capitole. Et de nombreuses preuves publiques font surface selon lesquelles de nombreux assaillants du Capitole étaient des Antifa et non des partisans du président Trump. Mais d'un autre côté, le lieutenant-général Thomas McInerney s'est exprimé à la Maison-Blanche et une vidéo circule sur Internet. Il dit que des membres des forces spéciales ont profité de l'événement du Capitole pour obtenir l'ordinateur portable de Nancy Pelosi. Ceci expliquerait pourquoi elle est devenue frénétique depuis et pourquoi elle fait pression pour destituer Trump au plus vite alors qu'il ne reste que quelques jours avant le 20 janvier. Well, because on Wednesday, they took Pelosi's laptop. She's frantic. There were some people in there that were special forces mixed with Antifa, and they took her laptop and they have that data. We're not here to be Antifa. Because they have that data. I believe they also have a source that is talking like a songbird. And the president is going to spring that person on us so it will completely
completely changed because it is someone that has said, I'm not going to do this. This is treason. Remember, this is treason, high treason. Sir, could he use the emergency? La gauche radicale tente d'utiliser l'incident du Capitole pour attaquer davantage le président Trump. Ils espèrent que le président quittera la Maison-Blanche avant le 20 et que son héritage politique sera aboli au plus vite. Le 8 janvier, Nancy Pelosi a écrit une lettre à ses collègues démocrates du Congrès pour donner une impulsion à la destitution du président Trump avant le 20. Elle a déclaré de manière inexplicable que le président Trump avait toujours les codes nucléaires des États-Unis en main avant le 20 et a affirmé que cela pouvait constituer une soi-disant menace. Du côté de Biden, Lisa Monaco a été désignée le 7 comme le prochain procureur général des États-Unis. Cette personne est un proche collaborateur de Robert Mueller, le procureur qui a déjà enquêté sur le président Trump dans le cadre de l'enquête sur la collusion avec la Russie. Et beaucoup se demandent si cette nomination n'est pas une nouvelle menace contre Trump. Letitia James, procureure générale des États-Unis pour l'État de New York, a déclaré récemment qu'elle était prête à engager des poursuites contre le président Trump à propos de l'incident du Capitole du 6 janvier. De plus, ABC News a publié un article appelant à l'épuration du mouvement Trump Commands, affirmant que même si le président Trump n'est pas démis de ses fonctions de manière anticipée, il restera en fonction seulement une dizaine de jours. Mais nettoyer le mouvement dirigé par le président Trump sera plus difficile, car il représente la détermination de nombreux Américains. On voit ici que la gauche radicale rêve déjà de lancer sa grande chasse aux déplorables, et dans une certaine mesure, elle a déjà commencé. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Retrouvez-moi également sur Odyssée, le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.